commencer en effet dans un premier temps par laisser la parole à nos deux experts que je salue. Donc Frédéric Tufnel qui est député de Charente-Maritime et Gérard Payen qui est vice-président du partenariat français pour l'eau. Merci à vous d'être avec nous ce soir pour échanger sur cette thématique. En introduction, je rappellerai juste qu'on dit souvent que l'eau représente 70% de la surface de la Terre. Et par contre, nous sommes un petit peu moins nombreux à avoir conscience en fait que ça représente seulement 0,023% de la masse de la planète. Pire, si on s'attelle à regarder l'eau douce, on se rend compte que ça représente à peine 3% de ces 0,023% d'eau sur Terre. Ce qui signifie qu'une grande partie de l'eau n'est pas directement utilisable par l'humanité, d'autant plus que 69,5% de cette eau douce, elle se trouve sous forme de glace et 30% sous terre. L'eau est donc une ressource stratégique dont la valeur n'est plus à prouver. Et pour autant, sa gestion continue de poser problème à travers le monde et aujourd'hui encore plus, alors qu'on nous dit en continu qu'elle est indispensable, notamment à la lutte contre la propagation des épidémies. Donc, nous commencerons notre visioconférence ce soir avec Frédéric Tufnel, présidente du groupe d'études eau et biodiversité à l'Assemblée, rapporteur de plusieurs missions sur l'eau et également co-auteur d'un rapport intitulé Terre, d'eau et terre d'avenir. Je te laisse la parole, Frédéric. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Jennifer. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie d'être avec vous cette fin d'après-midi pour parler de cette question de l'eau. C'est vrai que nous vivons... alors, je vais vous passer quelques diaporamas. Vous m'excuserez si ça prend un petit peu de temps ou pas pour présenter mon propos, mon intervention, qui va durer à peu près une quinzaine de minutes à peine. Et je sais qu'ensuite, je passe la parole à Gérard Payen. Je ne sais pas si je peux passer la diapo. Normalement, c'est bon, je t'ai donné le contrôle. Bon. Bon, ben voilà, je n'y arrive pas. Enfin bon. Bon, je passe là. Bien que tu... On va essayer de voir si on peut passer la première diapo. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons une crise sanitaire qui est inédite. Et dire que l'eau est un enjeu stratégique pour demain, ça me paraît vraiment une évidence. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes... Enfin, aujourd'hui, et puis depuis quelques semaines, nous sommes quand même dans la crainte que la crise sanitaire liée au Covid-19 amplifie l'idée des limites de nos modes de consommation, de notre agriculture, de l'artificialisation des sols, de la déforestation, et que nous mettions les engagements climatiques et environnementaux de côté. Car il n'est plus possible d'ignorer les liens existants entre déforestation, commerce d'espèces sauvages, destruction des écosystèmes naturels et les incidences sur les maladies infectieuses de l'homme. Car la destruction des écosystèmes et de leurs fonctions remet en cause notre capacité d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Et c'est lié à la disponibilité de la ressource en eau. C'est bien le sujet qui va être au cœur de nos actions, je pense, de demain. C'est bien la disponibilité des ressources en eau. Cette eau qui devra être de qualité et en quantité suffisante. Et pourtant, l'homme pense que l'eau est une ressource inépuisable. Eh bien, pas forcément, on va le voir. Et l'eau est par contre notre bien commun à tous. En France, quand on regarde au niveau juridique, l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation, mais l'eau n'est la propriété de personne. Le droit de propriété de l'eau en France se réduit au bénéfice d'un droit à l'usage de l'eau. Et le droit de propriété s'applique uniquement qu'aux eaux closes qu'on appelle les mares, les étangs, les lacs, et les eaux pluviales et les eaux de source. Alors, cet encadrement juridique posé, cela m'amènera à parler en fin de présentation de la répartition de la ressource et qui est peu priorisée dans le droit français aujourd'hui. J'aborderai ce point avec les questions de conflit d'usage de l'eau. Mais pour le moment, je voudrais que vraiment on s'intéresse à cette ressource, l'eau, qui est une ressource rare et fragile, objet de mon deuxième diaporama. J'espère que je vais essayer de passer. Bon. Ça va venir, voilà.
L'eau est une ressource rare et fragile, ne l'oublions pas. Nous avons dans le monde, il y a 2,1 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Il y a 2,3 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des services d'assainissement de l'eau. Je rappelle qu'en France, l'an dernier, 85 départements se sont retrouvés en restriction d'eau, et cela concernait les départements du sud et du sud-ouest de la France, mais aussi des départements du nord et de l'est de la France. À fin septembre 2019, 51 départements faisaient encore l'objet d'arrêtés sécheresse. Et cela s'est traduit par des difficultés d'alimentation en eau potable dans 20 départements. Et puis, depuis un mois déjà, on me l'a signalé il n'y a pas très longtemps, il y a certains départements du Nord qui n'ont pas reçu encore une goutte d'eau. Je pense que cette forte pénurie est remarquable dans sa durée, on peut tous le constater. Et sur la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, donc l'an dernier, le cumul des précipitations a été déficitaire de près de 20%, donc par une recharge insuffisante des eaux souterraines. C'est plutôt les bassins de Loire-Bretagne et d'Adour-Garonne qui ont été touchés, mais aussi le nord du pays, qui ont été les plus impactés. Il y a aussi les impacts de vagues de chaleur importantes et des impacts aussi liés au réchauffement climatique. Je peux juste vous donner un exemple, c'est le cas de l'Indre, sur lequel nous avons déjà travaillé, puisque je suis sur la question d'un rapport sur la gestion des conflits d'usage de l'eau en période de pénurie. Eh bien, ce département de l'Indre, l'an dernier, qui est un département majoritairement rural, eh bien, pour des raisons géologiques, il y a une partie de son territoire qui a connu des pénuries d'eau avérées. Et du jour au lendemain, en 48 heures, 60 cm du niveau de l'Indre a disparu. Donc c'est quand même assez soudain et on voit qu'il y a quand même des positions, enfin des positions des pénuries d'eau qui sont avérées sur certains secteurs et d'une manière assez brutale. Autre donnée, il y a le dernier rapport des Nations Unies sur l'eau et les changements climatiques qui montre que l'utilisation mondiale de l'eau a été multipliée par 6 au cours du XXe siècle et continue à progresser d'environ 1% par an. Selon le rapport Le Monde, pourrait être confronté à un déficit en eau de 40% d'ici à 2030 si rien n'est fait pour inverser la tendance. Mais je pense qu'on va en parler aussi tout à l'heure. Et sans changement, près de 52% de la population mondiale vivra dans des conditions de manque d'eau, de stress hydrique d'ici 2050. Et dans le même temps, depuis 2001, on peut constater que 74% de toutes les catastrophes naturelles survenues sont liées à l'eau. Vous le savez, les submersions marines, les inondations, les épisodes Cévenol, enfin on a eu beaucoup d'inondations sur notre territoire. Le rapport des Nations Unies souligne aussi que les solutions fondées sur la nature, qui sont un des sujets sur lesquels moi je compte beaucoup, sont un moyen indispensable de dépasser les pratiques habituelles pour répondre aux enjeux planétaires liés à l'eau et d'apporter dans le même temps des avantages dans tous les domaines de développement. Et les zones humides, que sont les marais, les tourbières, les prairies inondables, les lagunes, les mares, les étangs, eh bien, elles jouent un rôle essentiel dans la bonne santé de l'environnement parce qu'elles sont des rôles de filtre, elles régulent le débit des cours d'eau, et par leur protection et leur préservation, elles offrent des réponses naturelles au bénéfice de l'eau et de la biodiversité. Alors la diapo suivante vous présentera ce qu'est une zone humide, et je vais essayer de vous tenter de vous expliquer les services qu'elles apportent. Alors vous le voyez sur ce schéma, là c'est un cours d'eau ou une rivière, et un cours d'eau et une rivière, ce ne sont pas des zones humides. Je représente ici un bassin versant qui s'étend de sa source à son embouchure et qui inclut tous les affluents. Un cours d'eau, de sa source, dessine des méandres. Et de tout petits plans d'eau de chaque côté, vous le voyez, il y a des plans d'eau, des bordures de lacs, des zones de bas-fond, en tête de bassin, des marais, des landes, des plaines qui bordent la rivière. Et les plaines alluviales, ça forme les zones humides. Et de tout temps, il faut savoir, c'est que ces zones ont été sacrifiées. D'abord, elles ont été sacrifiées parce qu'on les a dotées des pires malédictions. C'était des objets de répulsion, des mares au diable, des espaces putrides. Et la littérature française, c'est vraiment gorgée de tous ces fantasmes et ces peurs. Et elle les a traduites, bien traduites, puisqu'on en a encore, on a une aversion par rapport à certaines zones humides. Et l'homme n'a eu de cesse, du coup, que de les éliminer et les artificialiser au profit de l'agriculture et de l'urbanisation. Toutes ces petites zones que vous voyez sur les côtés ont été artificialisées, détruites. Eh bien, là où vous aviez des méandres, qui apportaient vraiment l'espace naturel, eh bien, l'homme a détourné l'eau de son lit pour déméandrer, creuser le lit de la rivière, en faire des boulevards où circulent les rivières, l'eau, et vous avez justement ces épisodes d'inondation qui sont très forts dans certains villages.
urbaniser les berges et les plaines alluviales au bénéfice surtout de l'agriculture, ce qui était bien normal puisqu'on avait besoin d'irriguer nos champs. Dans le monde comme en France, 64% des zones humides de la planète ont disparu depuis 1900. Les 2/3 des zones humides, j'insiste, 2/3 ont disparu depuis le début du XXe siècle, dont 50% entre 1950 et 1990. Alors, quelles sont les conséquences de ce déclin rapide? Eh bien, l'accès à l'eau douce diminue pour 1 à 2 milliards de personnes, c'est quand même énorme. Les zones côtières sont de plus en plus exposées aux ondes de tempête. Moi, je sais, j'habite en Charente-Maritime et je vois bien les effets sur la côte, le littoral. La biodiversité aussi est touchée et les populations d'espèces d'eau douce, les poissons, ont diminué de 76% entre 1970 et 2010. Et pourtant, ces terres d'eau, comme je les appelle, objet de rapport que j'ai fait avec Jérôme Vignon, sénateur de la Somme, ces terres d'eau sont des terres d'avenir. Et on peut regarder sur le slide suivant les 7 fonctions vitales qu'apportent ces zones humides. Et vous allez voir, ils sont nombreux parce qu'on les a résumés dans les 7 catégories, mais la première, c'est l'atténuation des effets du changement climatique sur le cycle de l'eau. Ce sont des remparts absolument formidables contre les submersions marines. Ce sont des réserves hydriques naturelles en période de sécheresse. C'est une protection contre les inondations. Et c'est des zones qui font, les zones humides, une auto-épuration de l'eau. Ce sont des filtres naturels et qui contribuent justement à une contribution majeure à la santé publique, comme je l'indique. Ce sont aussi une contribution à la lutte contre le réchauffement climatique, parce qu'ils sont des lieux de capteurs de carbone absolument extraordinaires. Je peux citer le cas des tourbières ou des mangroves. Et puis, ce sont des réservoirs de biodiversité végétale et animale, terrestre et marine. Un approvisionnement également et de production alimentaire, parce qu'on voit qu'il y a des prairies qui sont absolument accessibles pour l'élevage, et on fait la viande de qualité, respectueuse de l'environnement, avec aussi des circuits courts. Et puis, il y a toutes les aménités paysagères, contributrices de bien-être, qui sont là au quotidien, et liées également à tout ce qui concerne le tourisme, les loisirs et les activités économiques. Alors, je vais vous citer quand même par rapport à ce concept quand même qui était un peu négatif sur ces zones humides et de vous démontrer donc c'est les fonctions vitales qu'elles apportent, que ce sont quand même, il y a des belles réussites en France et les territoires font quand même de très belles choses et c'est sur le slide suivant. Alors, voilà, les zones humides, c'est vrai qu'on vient de le dire, hein, elles n'ont pas eu de chance, elles ont été historiquement mal aimées, je vous l'ai dit. Elles sont objets de politiques publiques aussi contradictoires. C'est compliqué de les juxtaposer par rapport aux besoins en fait, d'un territoire, d'une politique publique. Et puis juridiquement, elles sont mal cernées, on a du mal à définir ce qu'est une zone humide. Alors là, le Code de l'environnement peut nous y aider, c'était l'objet aussi des recommandations que nous avons pu faire dans ce cadre de notre rapport. Mais quand même, il y a des très belles réussites, malgré tout, des projets de territoire, avec de l'intelligence collective des collectivités territoriales. Je vais citer simplement 3 exemples. Le premier, c'est les Salins de Camargue. Là, c'est un exemple de rempart contre les submersions marines. Sur ce site connu pour ses flamants roses et ses salins du Midi, le Conservatoire du littoral avec le Parc naturel régional de Camargue et la station biologique de la Tour du Valat et la Société nationale de protection de la nature, ils ont décidé d'accompagner en fait le niveau de la mer lié au changement climatique plutôt que de s'y opposer. C'est-à-dire qu'on a vu qu'en abandonnant l'entretien de la digue, eh bien, qui longe le littoral, vous allez voir, c'est absolument magnifique, eh bien, il y a une percée, une brèche qui a été faite par la mer, qui atténue les effets des ondes de tempête et qui permet à la nature de retrouver ses fonctionnalités et de renforcer la résilience du territoire. Le deuxième exemple, c'est celui des basses vallées angevines. Et là, c'est un exemple absolument formidable, ce sont un rempart contre les inondations, c'est-à-dire que les basses vallées angevines, là, c'était une gestion partenariale qui était gagnante entre plusieurs acteurs. Il y a eu l'Agglo d'Angers, le syndicat mixte des Basses-Vallées angevines, la Chambre d'agriculture et la LPO, parce qu'au niveau du pied de la ville d'Angers, il y a 3 rivières qui l'abordent. Il y a la Mayenne, la Sarthe, le Loir, qui se rejoignent pour former le Maine avant de se jeter dans la Loire. Et vous imaginez, vous le savez, on sait très bien qu'il y avait toujours des inondations absolument monstrueuses et qui étaient compliquées à gérer et pour protéger la population.
eh bien, ils ont décidé de laisser ces prairies et d'entretenir ces prairies humides pour permettre de protéger la ville. Alors, elles ont été ouvertes, ces prairies, à l'élevage, au printemps-été, au plaisir de l'observation des oiseaux pour les naturalistes l'été. Et puis, ces zones servent de zones tampons, des zones tampons en période de grande pluie. Et justement, elles permettent, en étant inondables, enfin, ces prairies inondables, de rentrer, d'infiltrer et de recharger des nappes souterraines, les nappes superficielles ou les nappes souterraines. Le troisième exemple qui me paraît aussi important à citer et qui va beaucoup plus loin sur la biodiversité, c'est l'étang de l'Indre en Moselle. C'est un lieu magnifique, un lieu de pisciculture absolument exceptionnel, qui a été restauré, entretenu et qui sert de protection de la biodiversité et absolument superbe, et de circuit court pour la vente et la pêche de poissons d'eau douce. Voilà, ce sont trois exemples très précis. Je pourrais vous en citer bien d'autres, mais voilà des exemples concrets de l'utilité des zones humides avec des projets de territoire qui réunissent de nombreux acteurs et avec une intelligence de territoire qui se fait jour. Alors, on voit que les solutions fondées sur la nature, c'est vraiment un exemple de solution fondée sur la nature. Il y en a d'autres, hein, mais ça répond aux objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Et on peut aller sur la dernière slide, les diaporamas que je vais vous présenter. Voilà. Encore une fois, la prévention des inondations, la protection des eaux, la valorisation de l'eau comme ressource économique, hein, et de rétablissement du bon état écologique des cours d'eau, ça c'est le rôle aussi des solutions fondées sur la nature. Mais on s'aperçoit en France comme ailleurs qu'il y a de nombreux conflits d'usage qui sont liés à l'eau et qui existent. Il y a la cohabitation des acteurs qui revendiquent un droit sur la ressource. Il y a de nombreuses études qui démontrent que la question du maintien, de la restauration du bon état quantitatif ou qualitatif sont des situations de conflit dont l'origine provient des usages. Alors les usages, on les connaît. D'abord le premier, le prioritaire, c'est celui d'accès à l'approvisionnement en eau potable. Donc celui-là, il n'y a pas de débat, hein. Normalement, il n'y a pas de débat. Le deuxième, c'est quand même l'approvisionnement, l'usage agricole, industriel, environnemental. Et je termine pour vous laisser peut-être poser des questions et on va peut-être parler de ces sujets-là, mais c'est vrai que je vais vous donner quelques éléments de chiffres pour terminer. En France, d'après la Banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau, les prélèvements d'eau hors barrage hydroélectrique s'élèvent à 37 milliards de mètres cubes. Pour les usages domestiques, ça représente 5,4 milliards de mètres cubes. 2,5 milliards sont prélevés pour les besoins industriels, 3,2 milliards sont dévolus à l'irrigation, 20,8 milliards pour la production d'énergie pour le refroidissement des centrales thermiques et nucléaires ou nucléaires. Et pour terminer, il y a 4,7 milliards pour l'alimentation des canaux. Voilà. Voilà cette présentation qui est très courte et très, très rapide, mais qui rassemble, je pense, les éléments de compréhension spécifiques sur les solutions fondées sur la nature, qui sont une des solutions que l'on peut apporter pour protéger la ressource en eau. Moi, je pense, et j'en suis certaine, que seuls les territoires résilients pourront demain, et ça, c'est dans le jour d'après, pourront demain permettre de fournir de l'eau et de qualité en quantité pour tous les usages. Et grâce à une gestion collective des ressources naturelles, nous éviterons peut-être une guerre de l'eau. Voilà, je vous remercie. Merci Frédéric pour tes propos très éclairants à la fois sur l'importance de l'eau et en particulier des zones humides. Je pense que parmi ceux qui nous écoutent, qui sont du territoire, vous avez probablement à l'esprit comme moi certains projets d'infrastructures qui remettent en cause des zones humides importantes. Nous sommes à proximité des marais de l'Audomarois et je ne vous citerai pas le projet en question auquel j'ai en tête, mais nous savons que il faut prendre en compte l'importance de ces zones humides et il faut faire attention davantage à la façon dont on les gère. Et effectivement, ils ont très longtemps bénéficié pâti plutôt d'une image négative, mais aujourd'hui, on sait à quel point ils sont importants et c'est capital de lutter pour que certains projets d'infrastructures qui, par ailleurs, peuvent être importants également pour préserver des vies, ne se fassent pas au détriment de l'avenir.
On va laisser peut-être maintenant la parole à Gérard Payen, donc, qui est coprésident du partenariat français pour l'eau, mais qui est aussi un ancien, qui a été également conseiller pour l'eau auprès du secrétaire général des Nations Unies. Voilà. Qui a contribué notamment à la reconnaissance des droits de l'homme à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi qu'à l'adoption des objectifs mondiaux de développement durable liés à l'eau. Je vais vous laisser la parole, monsieur Payen, et puis nous prendrons ensuite les questions. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler d'eau potable. L'eau potable et l'eau douce, ce n'est pas la même chose. Il y a des pays qui ont beaucoup d'eau, mais dans lesquels une grande partie de la population n'a pas d'eau potable. À l'inverse, il y a des pays très secs dans lesquels toute la population a de l'eau potable. Donc, ce ne sont pas exactement les mêmes sujets. Alors, je vais vous parler d'eau potable. C'est un sujet d'actualité dans notre crise sanitaire actuelle, puisque, comme vous le savez, l'eau potable est un élément essentiel des mesures barrières. Pour se laver les mains, on a besoin d'eau potable. C'est aussi un élément d'actualité parce que certains de nos concitoyens, qui d'habitude n'ont pas de problème pour avoir accès à l'eau potable, ont de grosses difficultés parce qu'ils habitent dans la rue et qu'ils avaient l'habitude d'aller au Resto du Cœur, au soupes populaires pour déjeuner. Et là, à l'intérieur, ils pouvaient avoir accès à l'eau potable. Mais dans notre période de confinement, ils ne peuvent plus rentrer à l'intérieur des locaux. Ils restent à l'extérieur, on leur donne un sac de nourriture, mais ils ont besoin d'eau. Et c'est beaucoup plus difficile pour eux que dans une période normale. Alors l'eau potable, c'est un sujet qui était jusqu'à une période récente peu clair. Dans la langue française, c'est un mot très ambigu, parce que tout le monde a de l'eau. Toutes les personnes qui y survivent ont de l'eau. Mais qu'est-ce que ça veut dire de l'eau potable? Est-ce que c'est avoir un robinet? Sans doute, mais si le robinet est sec, ou bien si le robinet délivre une eau qui est contaminée, est-ce qu'on a l'eau potable? Ceci n'était pas clair. Mais tout a changé avec l'adoption des objectifs de développement durable en 2015, donc c'est récent. Alors, je vais essayer de vous montrer, mais voilà. Donc, ces objectifs de développement durable ont été une vraie révolution pour l'eau potable. Alors, j'espère que vous connaissez tous les objectifs de développement durable. Il y en a 17. Ils servent à affronter, à traiter tous les grands enjeux de l'humanité. Et l'un d'entre eux, le numéro 6, est dédié à l'eau. Alors, moi, je ne le vois pas. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous devriez voir une rosace comme la mienne, là, voilà. Ce sont les 17 objectifs de développement durable. Je disais qu'il y en a un qui est dédié à l'eau. Et alors, si on peut avoir la rosace d'après, vous allez voir que l'eau a une place éminente dans ce programme mondial, dans la mesure où il y a 20 cibles liées à l'eau sur 169. C'est-à-dire que plus de 10% du programme correspond à l'eau. Alors moi, je vais vous parler d'une seule de ces 20 cibles. C'est la cible correspondant à l'accès à l'eau potable. Cette cible est très ambitieuse. Elle a été adoptée pour le monde donc il y a 4 ans, en 2015. Et normalement, on devrait la voir. Je ne sais pas si vous la voyez. Moi, je ne la vois pas encore. Voilà. Et elle s'exprime très simplement. L'ambition mondiale est qu'en 2030, dans 10 ans, tout le monde ait de l'eau potable de façon équitable et à un coût abordable. Donc ces mots sont assez simples. L'accès universel, ça veut dire l'accès pour tous. Un coût abordable, ça veut dire que le coût qu'il faut payer pour avoir de l'eau n'est pas excessif par rapport au budget d'un ménage. Le mot qui n'est pas clair, c'est l'eau potable. Qu'est-ce que ça veut dire avoir accès à l'eau potable? Alors, je vais essayer de passer la slide suivante. Vous allez voir que les statistiques mondiales ont beaucoup changé. Pour la seule année 2015, en 2015, les Nations Unies, plus exactement l'OMS et l'UNICEF, qui produisent les statistiques mondiales d'accès à l'eau, en 2015, ils disaient que 700 millions de personnes, ou 0,7 milliards de personnes, n'avaient pas d'eau potable sur notre planète.
4 ans plus tard, les mêmes, et dans les statistiques mondiales officielles, disent 2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Que s'est-il passé? De passer de 700 millions à 2,2, c'est quand même un saut substantiel. Eh bien, il s'est passé que jusqu'en 2015, on ne parlait pas vraiment d'eau potable. On s'était trompé. Alors, c'est quelque chose que j'ai commencé à identifier il y a déjà un certain temps. Et en 2012, j'ai publié le graphe que vous devriez avoir. Je ne sais pas, moi je ne le vois pas. Alors, je vais essayer de rappuyer si ça marche. Voilà. Et donc, j'ai publié ce graphe dans une publication, dans un livre, qui expliquait que l'indicateur mondial ne mesurait que le fait que les personnes utilisaient de l'eau qui n'était pas contaminée par des animaux. Mais que, selon mes estimations, il y avait près de 2 milliards de personnes qui probablement utilisaient de l'eau non potable au sens contaminée par des polluants. Bon, à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'éléments, mais ceci s'est avéré complètement exact. Les statistiques mondiales ne mesuraient pas la potabilité de l'eau. Alors en 2010, il s'est passé une autre chose. En 2010, la communauté internationale a décidé que l'accès à l'eau potable était un droit de l'homme. Alors c'est la slide suivante. Je ne sais pas si Jennifer pouvait m'aider à la faire passer. J'ai du mal. Voilà. Voilà. Et donc, en 2010, on a décidé que c'était un droit de l'homme, mais ce n'est pas simplement des mots. On a mis des précisions sur ces mots. C'est-à-dire qu'on a décidé que tout le monde avait droit à une eau en quantité suffisante, une eau potable, c'est-à-dire non contaminée, une eau accessible, c'est-à-dire pas trop loin de chez soi, une eau disponible quand on en a besoin, à un coût abordable. Alors, tous ces critères du droit de l'homme sont maintenant inscrits dans le droit international, mais évidemment, en 2010, ils n'étaient pas dans les statistiques mondiales puisque c'était complètement nouveau. Alors, les statisticiens ont travaillé et ont cherché à rentrer tous ces critères dans les statistiques mondiales. Ça n'a pas été possible pour tout, mais on a quand même réussi à le faire pour les critères de potabilité, d'accessibilité et de disponibilité. Et ceci a permis de créer un nouvel indicateur statistique qui maintenant est la référence pour l'accès à l'eau potable. Alors normalement, il y a une image après où vous le voyez, voilà. C'est un nouvel indicateur qui réunit tous ces paramètres de potabilité, d'accessibilité, de disponibilité et il est utilisé pour les objectifs de développement durable. Alors, la prochaine image vous donne sa définition officielle. Si, voilà. Donc, on l'appelle l'accès à des services d'eau potable gérés en toute sécurité. Et ceci est défini par ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire essentiellement le fait que l'eau soit accessible à domicile ou immédiatement à côté, qu'elle soit disponible tous les jours, au moins la moitié du temps, et qu'elle ne soit pas contaminée. Alors, on a utilisé une simplification pour ça, mais c'est quand même un paramètre très important. Donc, aujourd'hui, on sait ce que veut dire avoir accès à l'eau potable ou pas. Et on sait aussi mesurer combien de personnes, ou estimer combien de personnes n'ont pas l'eau potable dans le monde. Alors, voilà ce qu'on sait. Si on peut voir le graphe suivant, malheureusement, la situation est mauvaise. Alors, elle est mauvaise maintenant qu'on sait ce que c'est que l'eau potable. En effet, comme ça a été dit par Frédéric Tuchnel, et je viens de vous le redire, il y a plus de 2 milliards de personnes qui n'ont pas l'eau potable. Et si on prend simplement le critère de potabilité de l'eau, eh bien, vous voyez sur ce graphe comment la situation a évolué depuis 2000. Il y avait en l'an 2000 2,3 milliards de personnes sans eau potable. Ceci a été réduit à 2,2. Mais l'ambition mondiale étant d'arriver à 0, puisque c'est l'accès universel, eh bien, si on prolonge la courbe, qui est en fait la droite bleue, là, si on prolonge le segment, on s'aperçoit qu'on arrive à 0 à la fin du 22e siècle. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la dynamique mondiale n'est pas du tout celle qui est nécessaire pour atteindre l'objectif. L'accès à l'eau potable ne progresse pas significativement dans le monde. Ça, c'est un problème politique et c'est un problème pour plus de 2 milliards de personnes. Mais la situation, attendez, est pire
dans 2 endroits du monde, pour 2 catégories de personnes. En Afrique, l'accès à l'eau potable s'est détérioré de 45% sur 17 ans, sur les 15 dernières années, depuis le début du siècle. Beaucoup plus d'Africains n'ont pas l'eau potable qu'avant. Et dans le même temps, comme le monde s'urbanise, eh bien, malheureusement, beaucoup plus de citadins n'ont pas l'eau potable qu'en l'an 2000. La situation se dégrade. Donc voilà malheureusement ce que je suis amené à vous dire sur l'accès à l'eau potable dans le monde. Ça n'est pas très brillant. Les Nations Unies ont décidé d'un sursaut politique pour tous les objectifs de développement durable pour les 10 ans qui restent, ce qu'on appelle la décennie de l'action. Il serait bien que l'eau potable soit concernée. Mais aujourd'hui, on ne ressent pas encore de sursaut politique pour l'accès à l'eau potable. Au niveau mondial, j'entends. Alors, on va peut-être parler maintenant de la France. Parce que la France, bien entendu, est un pays dans lequel l'accès à l'eau potable est très bon, voire excellent. En tout cas, c'est ce que nous pensons. Et pendant longtemps, la France a pensé que ses objectifs de développement durable pour l'eau potable, c'était pour les pays en développement. Mais tout de même, lorsque la cible mondiale a été adoptée, lorsque l'indicateur mondial a été adopté, les professionnels français qui sont réunis dans leur association, l'ASTE, dont je suis vice-président, ont cherché à voir s'il n'y avait pas des trous dans la raquette. C'est-à-dire s'il n'y avait pas quand même des Français pour lesquels l'accès à l'eau potable était insuffisant. Eh bien, malheureusement, on en a trouvé de 3 natures. Alors, c'est l'image suivante, s'il vous plaît. En France, aujourd'hui, il y a 3 grands problèmes pour l'accès à l'eau potable, même si la quasi-totalité des Français ont de l'eau potable, et vraiment potable. Vous pouvez faire confiance à l'eau du robinet. Le premier problème, c'est que la France, ce n'est pas que la France métropolitaine, ce sont aussi tous nos territoires et départements d'outre-mer. Eh bien, dans plusieurs d'entre eux, l'accès à l'eau potable n'est pas bon, et est bien inférieur à ce qui se passe en métropole, et peut-être même pour certains plus proche de ce qui se passe dans la moyenne des pays en développement qu'en métropole. Vous avez sur l'image quelques chiffres pour Mayotte, pour la Guadeloupe, bon, mais il y en a d'autres, il y en a bien d'autres. Donc, le premier problème que nous a apporté les objectifs de développement durable, c'est de prendre conscience à Paris qu'il fallait faire mieux dans nos territoires d'outre-mer. Le deuxième sujet, c'est que toutes les personnes sans domicile fixe ne sont pas prises en compte par les statistiques. Et ceci concerne les SDF proprement dit, mais aussi les migrants, et puis les gens du voyage, qui ont beaucoup de mal à avoir l'eau potable. Voilà, donc je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est une difficulté sur laquelle les progrès sont nécessaires. Et puis enfin, cette analyse a montré qu'en France, même si on le tolère, il y a quand même près d'1,5 million de Français qui, à leur robinet, ont de l'eau dont les normes de qualité dépassent les normes réglementaires. Alors pas de beaucoup peut-être, mais quand même, avec des dépassements. Et là encore, des progrès sont nécessaires. Alors, en France, on oublie ça, et on pense que tout va bien, mais les objectifs de développement durable permettent aux non-français de savoir ce qui se passe en France. Alors, sur l'image suivante, vous allez voir ce qu'on sait aujourd'hui quand on habite New York ou Singapour. Eh bien, on sait qu'en France, il y a moins de 98% des Français qui ont l'eau potable. Pourquoi? Eh bien, parce que, à cause des 3 problèmes que je viens d'évoquer précédemment. Et puis, on voit aussi, c'est public, c'est dans les bases de données des Nations Unies, qu'à Mayotte, il n'y a que 84% de Français qui ont l'eau potable et qu'en Guyane, il n'y en a que 91%. Donc, c'est un problème qui est maintenant visible et qui nous fait un peu honte. Alors, la France a mis un certain temps à réagir au programme mondial des objectifs de développement durable, mais l'année dernière, en septembre, elle a réussi à adopter une stratégie. Sa stratégie pour l'agenda 2030, c'est-à-dire les objectifs de développement durable. Bon, nous sommes plusieurs ici à y avoir contribué. Donc, il y a maintenant une feuille de route qui précise un certain nombre de choses et qui précise les ambitions de la France. Alors, si vous voulez bien montrer l'image suivante, parmi ces ambitions, il y en a 22 qui sont précises, qui sont quantifiées. Eh bien, il y en a une qui concerne l'accès à l'eau potable.
Et la France a repris exactement la formulation des Nations Unies. Nous voulons aujourd'hui que tous les Français aient accès à de l'eau potable gérée en toute sécurité. C'est le nouvel indicateur mondial, et en particulier en Outre-mer. Bon, au-delà de ça, dans cette feuille de route, il y a l'engagement de généraliser les dispositifs d'aide aux personnes qui ont des difficultés, souvent pécuniaires, pour accéder à l'eau potable. Par exemple, les chèques eau qui se sont bien développés ou les tarifications dites sociales, ce genre de choses. Donc, clairement, l'accès à l'eau potable est un des grands sujets de la stratégie française pour le développement durable. Et c'est nouveau. C'est nouveau parce qu'en France, l'eau potable était jusqu'ici un service à charge des collectivités territoriales, mais elles n'avaient pas l'obligation de vérifier que leur population en bénéficiait. Or maintenant, nous voulons l'accès universel, donc ça veut dire que les collectivités territoriales, et les autres services d'ailleurs, les autres institutions, doivent se préoccuper de ce que tous les Français ont bien de l'eau. Alors, si vous voulez montrer l'image suivante, le partenariat français pour l'eau, l'AST, ont travaillé avec l'Association des maires de France et d'autres partenaires à comprendre avec les collectivités territoriales comment gérer les objectifs de développement durable liés à l'eau, et en particulier la cible liée à l'eau potable. Ceci nous a amené à des publications qui montrent que beaucoup de collectivités font déjà des ODD, des objectifs de développement durable, sans le savoir, un peu comme M. Jourdain. Mais maintenant qu'on a une cible précise, eh bien, il faut s'organiser pour la réussir. Il faut s'organiser pour que tous les Français aient de l'eau potable. Alors, pour terminer, en conclusion, je voudrais rappeler que les objectifs de développement durable sont un programme mondial ambitieux et équilibré qui vise à traiter tous les grands enjeux de l'humanité, dont l'eau potable. Et donc, l'accès à l'eau potable est un enjeu reconnu maintenant comme un des grands enjeux de l'humanité. Alors, c'était le cas avant la crise sanitaire. C'est le cas pendant la crise sanitaire, puisqu'on a besoin d'eau pour avoir une hygiène satisfaisante et se prévenir du virus. Mais il faut que ce soit encore le cas après la crise sanitaire. Il y a 2 milliards de personnes qui ont besoin d'eau potable. Il ne faut pas qu'on les oublie, parce qu'après la crise sanitaire, on aura à reconstruire notre économie. Il faut qu'on pense aussi à eux et qu'on continue à faire des progrès sur l'accès à l'eau potable. Et vous avez vu tout à l'heure qu'ils étaient insuffisants. Donc les ODD, les objectifs de développement durable, sont un formidable outil. C'est un référentiel qui guide l'action. J'espère que pour le jour d'après, ils serviront encore de référentiel qui permettra de guider les décisions dans ce monde à reconstruire. Voilà, je vous rappelle qu'il y a 2 milliards de personnes qui l'attendent. Merci. Merci à vous. Alain? Alors, attendez, mon co-animateur est censé prendre la... Voilà. Voilà, j'active mon micro. Frédéric, Monsieur Payen, merci pour votre intervention. Hein. Nous avons déjà deux questions. Hein. Je vais résumer en une, notamment sur les usages de l'eau potable et bien évidemment sur le gaspillage qui en est fait aujourd'hui en France. Monsieur Payen, vous dites finalement, et Frédéric le disait également, 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable aujourd'hui. En France, on se trouve à moins de 100% d'accès à l'eau potable, avec un différentiel avec Mayotte et la Guyane qui tourne autour de 10%. Et c'est vrai que ça paraît assez dramatique. C'est une honte pour la France, mais c'est dramatique aussi de voir que même chez nous, des personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Et les questions qui sont portées, c'est une question
de Frédéric, un auditeur qui dit que finalement il est très en colère. Il y a du gaspillage d'eau, notamment pour l'usage des toilettes, notamment pour le lavage des voitures. Une autre personne, Jean-Paul, qui dit aujourd'hui l'eau est nous avons imperméabilisé finalement énormément de sols, et on s'aperçoit que tout repart par le biais des eaux pluviales, et que finalement on pourrait peut-être utiliser ces eaux pluviales à usage agricole pour le coup, qui utilisent également de l'eau potable, et tout cela nous amène à réfléchir, Monsieur Payen, vous le dites, à la suite de l'après-confinement, comment on regarde les choses de façon, à répondre à ces 2 milliards d'habitants qui sont en manque d'eau potable, et 2, à faire en sorte que l'on soit un peu plus économe dans l'usage que l'on fait de l'eau. Donc, qu'est-ce que vous pouvez répondre, vous, Monsieur Payen, vous, Frédéric, à ce genre de questions au niveau de l'usage de l'eau potable? Je commence à répondre puisque vous êtes adressé à moi, puis je pense que Frédéric Tufnel complétera, parce que votre question est surtout une question de ressources en eau. Le stress hydrique est lié à la quantité d'eau qu'on utilise pour l'ensemble des activités humaines. L'eau potable n'en étant qu'une petite partie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et les 2 milliards de personnes qui n'ont pas d'eau potable, c'est peu souvent parce qu'on manque d'eau. Et la plupart du temps, c'est parce qu'on manque d'efforts publics pour leur apporter de l'eau. Ce n'est pas du tout la même chose. Les 3 problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure pour les Français qui n'ont pas d'eau potable, en tout cas pour ce qui concerne les sans domicile fixe ou les problèmes de qualité d'eau, ça n'a rien à voir avec les problèmes de ressources en eau. Dans les territoires d'outre-mer, il y a des endroits où il peut y avoir des problèmes de ressources en eau. Ça, c'est vrai. Mais quand même, ce n'est pas le sujet général, ce n'est pas la préoccupation générale. Alors, ne pas gaspiller l'eau potable, réduire les fuites dans les réseaux d'eau potable, c'est important. Mais c'est important pourquoi? Pour économiser sur les ressources en eau. Et ça, j'ai envie de transmettre la parole à ma collègue, Frédéric Tufnel, c'est plus son sujet. Hein, parce que, voilà. À vous, s'il vous plaît. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Moi, je trouve ça scandaleux de voir autant de gaspillage d'eau. On le voit, on voit qu'il y a des pays étrangers qui ont déjà réutilisé, enfin on appelle ça la réutilisation des eaux usées, qui l'utilisent déjà, ce qu'on appelle les eaux grises, par exemple pour la chasse d'eau. On peut très très bien demain pouvoir l'utiliser. Ça, c'est des sujets, mais c'est assez compliqué à mettre en place par rapport à la réglementation. Alors vous me direz, en France, c'est toujours compliqué. Oui, c'est toujours un peu le problème, mais en tout cas, ça, c'est vrai qu'il y a des aberrations qui sont assez frappantes par rapport à ça, que ce soit pour l'arrosage des espaces verts, le nettoyage des voitures. Pour l'agriculture, c'est un peu plus compliqué que ça parce que les agriculteurs nous le disent, ils nous l'ont dit, il y a tous les types d'agriculteurs ne peuvent pas recevoir des eaux usées recyclées. Il faudrait qu'elles soient déjà un peu traitées. Donc là aussi, mais il y a un travail à faire dans ce secteur-là. Je pense que c'est vraiment une réponse. Et puis, il y a ce qui a été aussi noté, auquel je souscris tout à fait, c'est la question de l'imperméabilisation des sols. Je veux dire qu'il faut que l'on aille demain dans une vraie politique de la ressource en eau pour la protéger, permettre la recharge des nappes par la perméabilisation des sols en utilisant des matériaux beaucoup plus perméables, excusez-moi, mais c'est vrai, mais clairement pour permettre justement à ces nappes de se reconstituer et éviter tout le gaspillage, parce qu'on voit l'eau qui part à la mer. On voit énormément d'écoulements qui ne sont pas récupérés et c'est clair qu'on peut faire énormément d'économies. Comme aussi les gaspillages d'eau sur les fuites, sur les réseaux d'assainissement qui en France sont quand même très importants, pour lequel je sais que les agences de l'eau ont des programmes très réguliers et travaillent énormément sur ces questions-là. Mais je suis d'accord avec vous, favoriser la réutilisation des eaux usées traitées est un sujet que nous avons retenu et qui sera au cœur, je sais, qui a été au cœur des
les assises de l'eau qui ont été lancées l'an dernier par le gouvernement et pour lequel il faudra bien à un moment donné que la France se décide de faire le pas, de passer le pas. En tout cas. L'ambition, si je peux me permettre, l'ambition sur la réutilisation des eaux usées en France, qui est un sujet permettant de faciliter la gestion des ressources en eau, puisqu'on réutilise les mêmes ressources, dans les assises de l'eau, fait l'objet d'une volonté assez forte, puisque l'idée, c'est de tripler le volume des eaux usées qui sont réutilisées pour un autre usage. Ouais. Bien, on a quelques nouvelles questions. Alors, qui sont des questions qui sont assez proches finalement, mais qui nous interrogent sur le niveau le plus pertinent pour la gestion de l'eau. La première question d'Olivier, c'est comment les citoyens peuvent-ils s'engager pour l'eau potable? Oui, les citoyens effectivement ont un rôle à jouer. Et la deuxième question, elle se met au niveau de la commune ou de l'agglomération et s'interroge sur la question de la gestion de l'eau, qui est un bien commun. Est-ce qu'il vaut mieux la voir gérée en régie ou en gestion déléguée? C'est une question qui revient souvent. Je peux répondre par rapport aux citoyens, de quelle manière ils peuvent s'engager. Écoutez, ça, c'est une question qui est intéressante parce qu'on aura besoin que les citoyens s'engagent. D'abord par des économies d'eau individuelles. Les assises de l'eau ont bien indiqué à un moment donné qu'il faudrait qu'on arrive à diminuer, réduire notre consommation d'eau. Il avait été indiqué que les réduire de 10% en 5 ans, ce serait un objectif, voire même de 25% en 15 ans. Donc, c'est des objectifs très ambitieux. De quelle manière? C'est en ayant des réflexes assez simples de fermer le robinet assez régulièrement, la chasse d'eau, avoir des systèmes de récupération aussi de traitement des eaux usées que l'on pourrait utiliser. Il y a des équipements aussi sanitaires qui permettent de faire des économies d'eau. Donc, il y a beaucoup de gestes déjà personnels, à la limite dans les familles, pour éviter de trop consommer d'eau, mais aussi des équipements qu'on pourra mettre à disposition des familles, des citoyens. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels les entreprises, la société civile, les privés travaillent clairement. Et puis sur l'encouragement aussi des citoyens de se lancer sur ce genre de challenge qui est un peu compliqué parce qu'on a pris des habitudes et on a beaucoup de mal. Il faut bien comprendre que c'est une ressource rare. L'eau du robinet est une ressource rare et qu'il faut absolument protéger. Pour la deuxième question sur la gestion déléguée, soit en régie ou soit en gestion déléguée par rapport à la commune ou l'agglomération, alors là, c'est un peu plus difficile à répondre parce que je ne peux pas généraliser. C'est vrai qu'il y a la question de la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, qui est maintenant dévolue au comité d'agglo, avec un timing dérogatoire. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des communes pour lesquelles l'eau n'est pas très chère. Je n'ai pas en tête, on peut le retrouver très vite, le prix de coût de l'eau du robinet, enfin l'eau potable, elle est très peu chère en France. Et là où il y a des communes qui ont un coût en régie d'eau potable très peu cher, eh bien, je pense qu'il faut qu'ils le gardent. On n'est pas obligé de passer sur une gestion déléguée systématiquement puisqu'il y a un système de droit de veto qui est opposable pour les communes qui sont dans une compétence GEMAPI. Je ne sais pas si Gérard veut compléter par rapport à ça. Si, je vais essayer de compléter en disant que pour l'accès à l'eau potable, je ne parlais que de l'eau potable, puisque la question au départ était celle-ci, pour l'accès à l'eau potable, bien entendu, les citoyens peuvent, en tant que consommateurs, faire un certain nombre de choses, mais c'est surtout leur action en tant que citoyen qui est importante, parce que l'accès à l'eau potable, ou plutôt le manque d'accès à l'eau potable, c'est une question politique. Ce ne sont pas les citoyens qui immédiatement vont donner de l'eau aux personnes qui n'en ont pas. Il faut que les communautés, les collectivités territoriales, les autorités décident de faire en sorte que tout le monde ait de l'eau parmi leur population. Et ensuite, on utilise les moyens qui sont appropriés, par exemple des dispositifs d'aide pour les personnes qui sont précaires, qui n'ont pas la capacité de payer, mais il faut le décider.
Et ça, ces décisions n'ont rien à voir avec le mode de gestion opérationnel quotidien. Est-ce que c'est en régie? Est-ce que c'est en gestion déléguée? C'est pas ça du tout le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on veut s'assurer que partout dans ma commune, partout dans mon département, les personnes ont de l'eau potable, même si elles sont migrantes, même si ce sont des gens du voyage qui ne votent pas dans ma commune, etc. Bon, il y a des endroits où ça se fait, ça ne se fait pas forcément partout. Donc je pense que les citoyens, leur rôle, c'est de comprendre qu'il y a des Français qui n'ont pas l'eau potable et de rendre visibles les statistiques, puisque maintenant les objectifs de développement durable sont transparents. C'est très facile de savoir quelles sont les statistiques quand on veut les obtenir et de les utiliser pour faire pression sur les décideurs politiques. Alors, j'ajouterais que dans les 20 cibles de l'objectif, liées à l'eau du programme des objectifs de développement durable, il y a une cible particulière sur ce sujet, qui est la cible 6B, pour la participation du public aux décisions principales concernant la gestion de l'eau. Voilà, donc il faut essayer de la mettre en œuvre, de l'utiliser. Bien, merci M. Payen. Ouais. Je pouvais juste compléter pour dire que le prix moyen de l'eau du robinet en France est de 3 € le mètre cube, soit 0,03 € le litre. Donc, c'est vraiment très peu cher. Et que c'est vrai que le gouvernement, dans le cadre des Assises de l'eau, avait commencé à réfléchir pour favoriser une mise en place d'une tarification sociale de l'eau. Donc ça me paraît très intéressant. Et il y aurait des asséances sur les ménages les plus modestes qui pourraient être justement favorisées par la mise en place d'une tarification sociale. À partir du moment où vous faites des économies, vous êtes sobre dans la consommation de l'eau, eh bien, vous pouvez être accompagné dès maintenant sur votre changement de comportement. Voilà, ça a été repris dans la feuille de route nationale pour les ODD. C'était dans une image que j'ai représentée tout à l'heure, effectivement, la volonté de développer tous ces dispositifs d'aide pour les personnes pour lesquelles le prix de l'eau est trop élevé, sachant que le prix de l'eau moyen, lui, ne correspond pas à ce critère d'abordabilité, mais correspond à l'équilibre économique des services d'eau. Je vais passer à une autre série de questions qui touchent plutôt le monde agricole et qui touchent particulièrement les problèmes d'infiltration d'eau dans les pratiques agricoles et voir les réflexions environnementales qui sont menées justement pour venir en aide aux pratiques agricoles afin de favoriser l'infiltration de l'eau dont on sait que, on le voit particulièrement en Flandre, dont on sait que la problématique du drainage est importante pour leur activité agricole. Donc, quelles sont les réflexions qui sont menées sur ce sujet? Y a-t-il des aides qui peuvent venir apporter des améliorations en matière de pratiques agricoles et d'infiltration de l'eau dans les zones agricoles? Alors, bien sûr, il faut accompagner les agriculteurs qui veulent évoluer et aller vers une transition écologique différente de leurs activités classiques. Et on voit bien que le gouvernement a essayé de poursuivre ses efforts pour essayer d'aider ces agriculteurs à passer à l'agroécologie, par exemple, qui est beaucoup moins gourmande en eau, ou alors à compléter peut-être avec il y a eu pas mal de prospectives et de travail, d'études sur ces sujets-là, avec des modèles qui se sont construits pour dire, par exemple, la sobriété dans l'usage de l'eau en termes d'agriculture, ça peut être sur une hypothèse de conversion, par exemple, de 100% de maïs irrigué en 50% de céréales sèches, 30% de blé irrigué, 10% de soja irrigué et 10% de céréales irriguées. Donc, à la limite, on peut voir qu'on peut cumuler et organiser un territoire différemment en fonction de la capacité du sol à absorber l'eau. Je veux dire qu'aujourd'hui, on voit bien que le drainage agricole
a fait disparaître, on l'a vu, je l'ai dit tout à l'heure, pas mal de zones humides, clairement, mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, il faudra bien à un moment donné remonter peut-être des cultures. Les cultures seront différentes, peut-être du sud de la France, elles vont peut-être remonter, puisqu'il faudra bien changer, il faudrait bien qu'il y ait une adaptation de la culture des terres agricoles en fonction de l'impact du changement climatique. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont aujourd'hui vues et travaillées. Et puis aussi, il y a des façons aussi de retenir l'eau, et on le voit bien sur d'autres solutions fondées sur la nature qui sont simples, hein, c'est de replanter des haies. Ça, tout le monde le dit, mais c'est clairement un sujet que l'on peut mettre en place, restaurer des talus, arrêter le labour profond, enfin, tout ce qui empêche l'eau de s'infiltrer, on peut le remettre en état. Je veux dire que les agriculteurs le savent en plus très bien, il y en a beaucoup qui s'engagent dans cette dynamique, au-delà de mettre en place ce qu'on appelle les réserves. C'est vraiment le sujet aujourd'hui qui est posé, des réserves collinaires ou des réserves de substitution, parce qu'on a l'impression qu'elles sont mono-usage et destinées à un type d'agriculture unique. On voit que les agriculteurs maintenant ont fait le pas sur une agriculture complètement diversifiée et puis renoncent carrément à des cultures trop consommatrices d'eau, hein. Et donc, ça permet justement, comme je vous l'ai dit, que ces solutions aussi fondées sur la nature, d'adapter, avoir des co-bénéfices aussi sur la biodiversité et les oiseaux, etc., qui peuvent aussi en bénéficier. Peut-être une dernière question hein, sur l'activité agricole. À un moment, on parle de la réutilisation des eaux grises hein, en agriculture. L'auditeur dit très bien, mais est-on sûr que ça ne va pas créer une nouvelle pollution? Ouais, c'est toute la question. C'est vraiment toute la question parce qu'il faudrait déjà plusieurs conduits différents. Par exemple, si on parle de l'habitat individuel, il faudrait qu'on ait deux conduits différents, l'un pour l'eau potable et l'autre pour les eaux usées. Vous savez que pour le moment, ce n'est pas autorisé. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises et d'industriels qui réutilisent leurs eaux usées, les traitent eux-mêmes. Donc, il y a des systèmes de traitement automatisés qui sont organisés déjà, bien pris en charge par les industriels. Moi, j'en connais ici en Charente-Maritime, je trouve ça assez formidable parce qu'au moins, ils réutilisent leur eau, ils la traitent et rejettent dans les systèmes d'assainissement minimum. Et voilà, il y a une autosuffisance après qui se met en place. Je pense que vraiment, ce sont… il faut voir, il y a des eaux qui sont grises qui sont traitées et puis il y a des eaux grises qui ne sont pas traitées du tout. Donc, quand elles sont traitées, ça permet d'éviter des pollutions, en tout cas. Voilà. Bien, on a encore pas mal de questions, donc je pense que malheureusement, on devra frustrer certaines personnes et qu'on ne pourra pas toutes les prendre parce qu'il faudra bien s'arrêter un moment. Je vais en prendre encore quelques-unes. Alors, on a une question à laquelle, Frédéric, tu as partiellement répondu, il me semble. Est-ce que la tarification progressive de l'eau vous semble être une bonne idée pour à la fois agir sur la consommation et fournir des ressources pour financer des actions liées à l'eau? Une autre question sur la péréquation du prix de l'eau. Encore une fois, sur la tarification, la péréquation du prix de l'eau n'est-elle pas en lien avec la capacité à investir dans les réseaux? Et une dernière question qui, elle, n'a pas de rapport avec le prix, mais qui peut être une solution pratique, puisqu'on parlait des solutions pratiques qui pouvant être mises en place par les consommateurs. Comme dans les stations essence, peut-on mettre une sorte de compteur dans les pièces d'eau qui indiquerait le volume et le prix et ainsi sensibiliser peut-être le consommateur? Dans les pièces d'eau. Non, là, je n'ai pas la réponse pour les stations. Mettre une sorte de compteur dans les pièces d'eau indiquant le volume et le prix et ainsi sensibiliser. Je n'ai pas bien compris la question. Suggestion, à mon avis, de sensibilisation. Est-ce que ça pourrait pas
Je crois qu'il faut favoriser toutes les campagnes d'accompagnement des économies d'eau auprès de les mesures incitatives auprès de la population. Il faut qu'on y arrive. Moi, je suis tout à fait favorable à faire la protection aussi de la ressource. On n'a pas parlé, mais il faut protéger la ressource en termes de qualité et la protection des captages, hein, qui sont essentiels. Il faudrait en faire une grande cause nationale. Je veux dire qu'on ne pourra pas réussir le jour d'après, sachant-le, hein, partir sur une nouvelle économie avec des nouvelles localisations, hein, si on n'a pas une eau à la fois en quantité suffisante et de qualité. Donc, il y a toute la réflexion, à la fois, on l'a vu, sur l'accompagnement de la filière agricole, la restauration des zones humides, type les tourbières, parce que les tourbières, ce sont des capteurs de carbone exceptionnels. Il y a un programme qui va être lancé de restauration et de protection de 100 000 hectares de tourbières d'ici quelques années. La protection des ressources, des captages, me paraissent un niveau essentiel pour qu'on ait quelque chose une eau de qualité. Hein. Ça, c'est donc des questions liées à la gestion publique de l'eau. Mais il faut absolument que cette gestion publique de l'eau, eh bien, elle embarque tous les acteurs, et que le conflit d'usage qui se pose aujourd'hui, parce qu'on l'a encore, on le voit, il ne faut pas qu'il arrive à un point de non-retour où on a des situations de friction intense. Il faut que les décideurs politiques et surtout les élus locaux avec la préfecture arrivent à trouver, à anticiper au mieux la question des usages de l'eau entre les différents acteurs pour que l'on ait une eau suffisante là où on voit qu'on a des pénuries. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le sud de la France, il y a des endroits dans le sud-ouest où on sera en pré-pénurie d'eau, mais vraiment avérée d'ici une vingtaine d'années, une trentaine d'années, ou peut-être moins. Et on l'a vu dans l'Indre, la situation est très compliquée. Donc c'est un sujet national, une vraie politique publique de l'eau me semble nécessaire. C'est sur lequel moi je travaille depuis longtemps, mais j'ai envie de le porter parce qu'on ne pourra pas réussir la reconstruction, le redémarrage de la France sans qu'on s'intéresse à la question de l'eau et de la biodiversité. Ça me paraît tellement essentiel et je crois qu'il faut utiliser toutes les compétences qui existent. Il y a énormément de compétences, que ce soit aux agences de l'eau, dans des chambres d'agriculture qui font des efforts. Il faut que les gens arrivent à se parler sur les territoires, et même les citoyens, on le voit, on est prêts aussi à faire des efforts nous-mêmes. Donc, je pense que voilà, il y a des beaux programmes à monter et des politiques publiques à mener. Est-ce que je peux ajouter sur la question de la péréquation, qu'il faut réaliser que déjà en France, le prix de l'eau est péréqué très largement dans une commune ou dans une communauté de communes, hein, qui a un seul système de gestion. Tout le monde paye le mètre cube d'eau de la même façon, qu'il habite dans un immeuble au premier étage, au dernier étage, il habite en pavillon, enfin, quel que soit son mode de raccordement, le prix est le même. Donc l'eau est péréquée de façon très large. C'est une question d'égalité. La question de la tarification progressive crée des différences, mais non pas en fonction des personnes, en fonction de leur consommation. Et ceci a effectivement une vertu, parce que ça incite les personnes à ne pas gaspiller l'eau, à ne pas trop en consommer. Voilà. Donc, je ne peux pas en dire plus, mais je pense qu'effectivement, c'est une bonne chose. Oui, et puis il y a eu aussi un programme, je pourrais rajouter, qui a été lancé par le gouvernement et qui sera lancé, c'est de restaurer 25 000 km de cours d'eau d'ici 2022, parce qu'on a besoin de les restaurer. On s'aperçoit tellement de la capacité de nos cours d'eau et leur rôle qui est tellement important. Il y a aussi tout ce qui concerne la mise à disposition, en fait, on en parlait, peut-être c'est ça que pour répondre au monsieur tout à l'heure, je n'ai pas bien compris sa question, mais de mettre à disposition peut-être des données. Oui, il faut qu'on arrive à mieux gérer les autorisations aussi de prélèvement qui sont opérées sur tous les territoires pour éviter des déséquilibres entre les ressources et les besoins. Et c'est toute la question d'équilibre, justement, sur ce sujet-là, d'équilibre entre les besoins qui vont se faire croissants, puisque la population démographique est même dans le monde, Gérard l'a bien dit, c'est des objectifs de développement durable qui sont très importants et qu'on doit s'emparer. Je suis très favorable aussi aux objectifs de développement durable sur cette question-là. On voit qu'ils sont partout, les objectifs liés à l'eau, et donc ils sont porteurs en fait de l'activité humaine et de l'équilibre entre les projets économiques qu'on peut mener et puis nos besoins individuels. Voilà, enfin, moi, ce que je peux vous dire, c'est que
faute d'une ressource en eau de qualité et en quantité, eh ben, on ne réussira pas à relancer l'activité économique et agricole. Donc, il faut qu'on protège chacun à notre niveau cette ressource en eau qui est vitale. Frédéric, Monsieur Payen peut-être, mais je pense que ce serait plutôt pour Frédéric. Philippe pose la question de l'installation de Fleurette, donc ça doit être le nom, hein, dans une agglo du Cambrésis, qui avait fait une tarification inverse. C'est-à-dire que finalement, les gens payaient moins cher pour une grosse consommation. Est-ce que cela est encore possible aujourd'hui? Est-ce que des choses ont été mises en place pour justement éviter ce genre d'anomalie, quoi? Alors, ce n'est pas à la mode, hein. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. Aujourd'hui, les gros consommateurs ont tendance on a tendance à leur faire payer plus cher. Mais c'est vrai que pendant assez longtemps, ça n'a pas été le cas. D'accord. Moi, je pense que c'est franchement pas. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas parler, absolument pas apporter ce sujet-là sur la table. L'inverse, oui, mais pas de cette façon-là. Je suis en train de lire en même temps les questions, hein. C'est assez compliqué de vous écouter et de lire les questions en même temps. Bon. Oui, je pourrais peut-être répondre à l'eau douce qui va à la mer n'est pas perdue, elle sert à la productivité marine, en particulier à la conchyliculture et la pêche. Évidemment, moi je suis en Charente-Maritime et je vois bien les questions des ostréiculteurs et méthyliculteurs, évidemment. C'est vrai, elle sert parce qu'on a besoin d'eau douce à ce niveau-là, et on voit bien même les questions, les problèmes de la conchyliculture qui se retrouvent avec souvent même de l'eau un peu même trop salée, parfois on le voit, ou alors trop d'eau quand il y a trop d'eau qui arrive. C'est vrai que voilà, il faut faire attention à cet équilibre. C'est un équilibre très, très particulier hein, sur les zones littorales. Très bien. Jennifer? Oui, alors c'est pareil, je suis un peu comme toi, je suis un peu perdue dans la question, surtout que j'étais un peu perturbée. Donc, oui. Du coup, dans les questions, et pardonnez-moi si j'en ai oublié quelques-unes, on avait les questions encore de tarification. On avait les questions, la chute de la biodiversité aquatique est en partie due à la pollution chimique des eaux. Comment reconquérir cette qualité chimique de l'eau pour 2027 pour répondre à la DCE? On avait également une autre question sur la qualité sur ce qui est un peu chimique et qualité de l'eau. Isabelle demandait pourquoi il n'y avait pas de communication grand public sur la sécurité de l'eau du robinet en temps de pandémie, et notamment, elle s'est interrogée sur la question de les virus sont-ils détruits lors du cycle de l'eau usée rejetée dans la nature. Alors, c'est sûr qu'on peut parler de l'usage des produits phytosanitaires qu'il faut absolument réduire de façon drastique. Ça, c'est un objectif qui est déjà indiqué absolument dans toutes les politiques publiques, et il faut qu'on y arrive. Enfin, si nous avons besoin, nous, maintenant, d'être sûrs d'avoir une qualité de l'eau pour voilà, continuer à avoir un approvisionnement en eau potable de qualité. Voilà, et je sais que le gouvernement, comme je vous l'ai dit, pour la restauration des écosystèmes, souhaite restaurer 25 000 km de cours d'eau hein, pour les préserver de toute artificialisation, et puis remettre de la pisciculture, peut-être en place là où on peut, et puis remettre surtout de la biodiversité dans ces cours d'eau qui en ont besoin. Voilà. Moi, je peux peut-être répondre à la question sur la sécurité de l'eau du robinet dans notre période actuelle d'épidémie. Nous avons une grande chance, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que le coronavirus est transmissible par les postillons, mais il ne se transmet pas directement par l'eau du robinet, dans la mesure où l'eau du robinet est désinfectée, et cette désinfection, effectivement, est une barrière au virus. C'est la raison pour laquelle vous pouvez l'utiliser pour vous laver les mains. Hein. Il faut vous laver les mains régulièrement. Et je vous confirme, donc l'eau du robinet est potable. Il y a eu à certains endroits en France des modifications des traitements d'eau
Et certaines personnes se sont rendues compte qu'elles sentaient un peu plus le chlore que d'habitude. Il ne faut pas croire que ces modifications sont dues à la présence du virus. Non, parce qu'avant, c'était suffisant. Mais elles sont dues au fait qu'il y a des grosses modifications de consommation aujourd'hui en France. La baisse de l'activité économique et puis certains déplacements de population font que dans certaines communes, il y a beaucoup moins de consommation d'eau potable qu'avant. Et de ce fait, l'eau reste plus longtemps dans les tuyaux. Alors pour être certain que la désinfection se fait et est active pendant tout le temps de séjour dans les tuyaux, on a dû augmenter un peu la chloration ou les autres produits chimiques équivalents pour désinfecter l'eau. Voilà, c'est pour ça qu'à certains endroits, il y a des changements de goût de l'eau qui se sont manifestés, mais ce n'est pas dû au virus, c'est dû aux baisses de consommation, dû aux changements économiques et démographiques de notre pays. Oui, puis il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même des objectifs liés à la directive 4 sur l'eau de 2000 qui donne un cadre vraiment très précis pour promouvoir une gestion durable de l'eau, la protéger de l'environnement, améliorer les écosystèmes et en termes de qualité. Et puis, il y a des objectifs que la France s'est donnés aussi pour atteindre un bon état pour l'ensemble des masses d'eau. Sur les eaux superficielles, les lacs, les rivières. Elle s'est vraiment donné des objectifs. Les agences de l'eau, les comités de bassin, enfin, tout ce qui est ce qu'on appelle les SDAGE sont des outils de planification de ces grands bassins hydrologiques et qui permettent de se fixer des objectifs précis et d'atteindre ces objectifs sur le temps normalement assez court. Enfin, quand je parle court, des fois c'est entre 5 et 6 ans où il y a des objectifs qui sont sur les milieux aquatiques qui sont donnés et qui donnent des orientations très précises. Voilà, ça existe, ces outils, il ne faut pas l'oublier. Bien, peut-être une dernière question qui nous touche dans le nord de la France. Il s'agit de la remontée des eaux profondes, vous savez, dans le bassin minier. C'est vrai que ça a amené, et finalement, ça a amené à une gestion où l'on doit pomper, et on doit pomper ad vitam aeternam, finalement, ces eaux qui remontent du bassin minier. Et donc, la question, c'est que, comme je vous l'ai dit, ça va durer pendant je ne sais combien de dizaines, voire de centaines d'années. Et qui va payer compte tenu du prix est-ce que les 3 € du mètre cube d'aujourd'hui suffiront, en tous les cas dans le futur? Quelle augmentation tout cela va subir si l'on veut conserver une eau potable de la qualité que l'on veut? C'est une question très difficile. Je ne connais pas bien votre secteur, donc, mais j'imagine bien, je vois bien ce que vous me dites, mais bon, je ne peux pas vous dire quel est le coût à terme de la restauration et de la manière dont ça va se passer. La seule chose, c'est que c'est sûr que ce n'est pas suffisant. À un moment donné, il faut mettre les moyens. Il faut que moi, je crois véritablement, d'après les auditions que l'on a menées là, dans le cadre de la mission que je mène avec Loïc Prudhomme, d'ailleurs, eh bien, je vois que c'est des projets de territoire qui sont des outils qui me paraissent les plus adaptés pour gérer des situations comme ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des projets de territoire pour la gestion de l'eau, ce qu'on appelle les PTGE, qui soient bien adaptés et c'est eux qui peuvent co-construire avec les acteurs la manière de restaurer ou de financer des pilotages de territoire où il y a des travaux qui sont importants et qui ne soient pas à la charge en fait du consommateur. Enfin voilà, il faut à un moment donné trouver des équilibres. Voilà, c'est les réponses que je peux vous apporter pour le moment. Moi, j'ajouterais un petit couplet sur la solidarité que nous sommes en train de découvrir en France. On s'aperçoit qu'on est tous dépendants les uns des autres dans cette crise sanitaire. Eh bien, la gestion de l'eau, c'est la même chose. Pour les ressources en eau, on a vécu sur des droits d'eau, des droits historiques, des choses comme ça. Mais lorsque l'eau vient à manquer, on est tous solidaires.
C'est-à-dire que l'eau qui est utilisée peut être réutilisée, mais encore faut-il l'organiser tous ensemble. C'est le sens de la gestion de l'eau en France avec les comités de bassin, avec les PTGE, comme vous disiez, les projets territoriaux de gestion des eaux. À savoir que qu'on soit agriculteur, qu'on soit gestionnaire d'une eau municipale, que l'on soit industriel, en fait, on utilise de l'eau de façon interdépendante et donc on ne peut pas décider seul dans son coin. Et l'eau, ça se gère collectivement en associant tous les acteurs et en essayant de trouver les meilleures solutions. Mais ce sont des solutions collectives, ce ne sont jamais des solutions partielles. Merci, merci à vous deux pour vos éclairages ce soir. Nous allons devoir mettre un terme à cette visioconférence. Comme d'habitude, la vidéo sera retravaillée, bien sûr, et mise en ligne sur ma chaîne YouTube le plus tôt possible. Nous rédigeons également nos cahiers de la transition où nous compilons l'ensemble des comptes rendus de ces visioconférences. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas pu répondre, à nous les faire parvenir par mail et on les transmettra pour réponse à nos intervenants. Donc, merci à nos deux intervenants une fois encore pour leur éclairage de qualité. Et puis j'espère que vous serez nombreux la semaine prochaine. Nous aurons à la même heure et toujours vendredi la chance d'accueillir Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui nous présentera le pacte pour le pouvoir de vivre. Donc j'espère que vous serez nombreux, visioconférence. En tout cas, merci à tous et puis à très bientôt, j'espère.